C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête de cette élection. Emmanuel Macron écarte l'hypothèse d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Il aura fallu 51 jours pour trouver un successeur à Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Michel Barnier, 73 ans, vétéran de la droite, membre du parti Les Républicains. Il est important que chacun ait en tête ce que ça voudrait dire si la France n'adopte pas un budget. C'est-à-dire que les fonctionnaires ne sont pas payés, que votre carte vitale ne fonctionne plus. Pour l'adoption, 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Est-ce qu'elle fonctionne, votre carte vitale, aujourd'hui ? Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. En France, on vient donc de l'apprendre, le nouveau Premier ministre vient d'être nommé, le centriste François Bayrou. Pour l'adoption, 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Entre annonce de chaos, menaces sur les plus vulnérables, destitution et refus du résultat des urnes, Macron nous refait le coup du pompier pyromane. On nous parle de responsabilité, de stabilité à tout prix, comme si c'était ça que les Français attendaient. Mais qu'est-ce que ça cache au final? La menace de faire peser ça sur les plus vulnérables pour leur faire accepter des réformes néolibérales. Et le prix de cette stabilité? Une politique qui empêche l'exercice normal de la démocratie, qui étouffe le débat et qui bloque toute alternative. Comme si la destitution du Premier ministre c'était une menace pour la démocratie, mais alors par contre dissoudre l'Assemblée nationale à 2 semaines des JO, non ça c'est ok. Et sur qui on rejette la responsabilité? Alors, on commence un petit peu sur Macron, mais surtout sur le parti qui a remporté les législatives. Pour cette première vidéo sur ma chaîne, j'avais envie de faire un état des lieux des derniers grands événements de notre vie politique et de vous en proposer une analyse. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. Tu connais. Pour la stabilité du pays. Alors c'est un vieux truc qu'on nous ressort à chaque crise politique, la stabilité ça serait vraiment l'objectif ultime à défendre et la gauche en proposant une politique de rupture avec le néolibéralisme serait la principale responsable du chaos. On n'a pas arrêté d'entendre ça pendant la mise en place du gouvernement Barnier et même après sa chute. La stabilité. La stabilité. La stabilité. Pour la stabilité du pays, puisque c'est un argument qui est invoqué en permanence. Ça c'est l'argument phare pour exiger de la gauche qu'elle accepte un compromis avec le gouvernement néolibéral. Et ça change pas, cet argument il est continuellement brandi comme un bouclier pour disqualifier la gauche, alors que c'est Macron, ses réformes néolibérales, son déni de démocratie et son mépris qui ont plongé le pays dans cette situation. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation. L'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Stabilité, c'est surtout un prétexte pour légitimer une politique de plus en plus répressive et autoritaire. Et c'est une manière aussi de justifier, s'ils en avaient encore besoin, l'utilisation des articles les moins démocratiques de notre Constitution. Notre cher 49.3. Article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. On voit bien l'objectif, dissuader la gauche de mener ses luttes, étouffer tout débat de fond et faire passer toute forme de résistance pour une recherche d'instabilité. Comme si la politique néolibérale était la seule garante de la paix, de l'ordre, de la stabilité. Et comme si eux, ils étaient raisonnables et prenaient les décisions qui s'imposent, indépendamment de toute idéologie. Parce que c'est notre projet! Alors que la gauche, elle, par contre, elle fait toujours ça dans un calcul électoral, évidemment. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça. Hein. Non. Vous avez vu comment c'est facile de retourner la situation? De faire passer les autres pour des calculateurs, des gens qui parlent uniquement pour se faire élire et qui vont trahir tout de suite derrière. La rhétorique du « c'est nous ou le chaos », c'est trop gros, c'est bon, on n'en peut plus. À la limite, ça pouvait tenir pour les premières élections de Macron. Mais c'est bon, on a piché le truc. Et ce discours de responsabilité d'ailleurs, il est toujours à sens unique. La gauche, elle doit jouer le jeu, elle doit faire des compromis, elle doit se montrer raisonnable, responsable, elle doit préserver l'unité nationale. Vous dites les socialistes ont permis l'application de la politique d'Emmanuel Macron. Moi j'ai bien regardé dans le détail, on en parlait il y a un instant. Pas de suppression de postes dans l'éducation nationale alors que le budget de Michel Barnier en prévoyait 4000. Plus d'allongement du délai de carence pour les fonctionnaires. Ça sert à quelque chose de négocier. On est plus utile quand on négocie que quand on ne plaide que pour la destitution du président de la République, non? Non.
Mais la droite, quand est-ce que Macron y reconnaîtra sa responsabilité dans la crise démocratique et institutionnelle dans laquelle il a plongé la France? Quand est-ce qu'il reconnaîtra avoir creusé les inégalités en exigeant toujours des plus vulnérables de faire des efforts pendant qu'il faisait des cadeaux aux ultra-riches et leurs entreprises sans aucune contrepartie? Qui c'est qui a créé le CICE, le pacte de responsabilité, donnant des dizaines de milliards d'euros au patronat, aux plus grandes entreprises, sans aucun contrôle? Quand est-ce qu'il reconnaîtra sa part de responsabilité dans la banalisation des idées d'extrême droite? Et d'ailleurs, l'extrême droite, quand est-ce qu'elle reconnaîtra sa participation active à la politique néolibérale? Parce que bon, c'est bien mignon de faire les anti-systèmes, les anti-Macron, mais bon, quand tu votes en toute complicité les mêmes lois racistes, anti-pauvres, autoritaires, leur prétendue opposition mutuelle, elle tient pas. Et là, c'est devenu clairement évident que cette stabilité, elle n'avait rien de neutre. Elle permet de maintenir le statu quo, de protéger les intérêts d'une élite et d'étouffer la remise en question radicale du système, de l'hégémonie néolibérale. Et là, on voit bien que les menaces de chaos n'ont qu'un seul but, diviser la gauche. Est-ce qu'il est exclu du nouveau Front populaire? J'utiliserai, Benjamin Duhamel, si vous voulez bien, les mots que j'ai envie d'utiliser. Tenter de faire éclater le NFP. Le PS ne votera pas la motion de censure. Est-ce que c'est la fin du NFP? Lui faire douter de sa capacité à changer les choses, à tenir ses engagements. Considérez quoi ce soir? Que ce sont des traîtres, qu'ils ont trahi l'esprit initial du nouveau Front populaire? J'ai entendu Éric Coquerel dire maintenant ils font partie de la majorité, c'est ça? Et le pire, c'est qu'on sait à chaque fois que la gauche, ou devrais-je dire le PS, s'est résigné à l'idée de l'ordre. C'est les inégalités, l'injustice sociale et l'érosion des services publics qui a pris de l'ampleur. Des précédents dont je me souviens, c'est 1981. Là, il y en a quand même beaucoup qui sont partis parce que Mitterrand a trahi, mais il a quand même été élu sur un programme commun avec les communistes. Très vite, il tournait la casaque. C'est lui qui a même instauré, on peut dire, le néolibéralisme. Et quand nous, on posait la question à un banquier de haut vol, quel est votre ministre de l'économie et des finances préféré, c'était toujours Pierre Bérégovoy. Et c'est précisément cette idée du compromis avec l'ordre dominant qu'il faut déconstruire. La stabilité qu'on nous demande, c'est une stabilité au service d'une oligarchie, et non une stabilité qui garantirait l'état de droit, la démocratie et la liberté d'expression. Et pour comprendre jusqu'où peut nous mener cette stratégie de division, de disqualification de la gauche, de compromis avec les forces néolibérales, il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Alors oui, le contexte américain et français est clairement différent, mais il y a des parallèles qui sont assez intéressants à observer sur un plan idéologique. Aux États-Unis, la gauche, elle est quasi inexistante en fait. Après des décennies de compromission avec le capital et surtout la peur constante d'être associé au communisme. En fait, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est deux grands blocs. C'est ce qu'on appelle le bipartisme. On a d'un côté les démocrates, c'est des néolibéraux progressistes sur des questions de société, et de l'autre côté on a les républicains, des conservateurs de plus en plus extrêmes. Résultat, la seule alternative qu'on a à une extrême droite, c'est un parti politique qui défend les mêmes intérêts économiques et capitalistes. Mais attention, avec des arcs-en-ciel et des girl boss. Et en France, alors non, on n'en est pas encore au même stade, mais bon, la tendance elle est là. Ça fait une 40aine d'années que la gauche et ses valeurs ont progressivement perdu du terrain, à force de compromission avec le néolibéralisme. Et à côté de ça, les idées de gauche, socialistes, communistes, anarchistes, et j'en passe, sont systématiquement attaquées dans les médias qui appartiennent aux grandes fortunes, quand elles sont pas tout simplement absentes. Et à chaque fois qu'on a une coalition de gauche qui remet vraiment en question les intérêts du capital, qui défend les droits des travailleurs, des personnes minorisées dans la société, on nous sort les mêmes arguments. Le chaos, l'irresponsabilité, l'utopie, ou pire, on nous assimile à des idées d'extrême droite. Quand on nous reproche pas de ne pas vouloir donner du crédit à leur thème de prédilection, comme l'immigration par exemple. Et ça, c'est à chaque fois. À chaque fois, on nous rabâche le sujet de l'immigration comme s'il était nécessairement incontournable, alors qu'on a eu 118 lois depuis 1945. Enfin bref, le problème c'est que cette stratégie, elle a des conséquences graves. Soit elle pousse une partie de la population, frustrée par les échecs des compromis successifs, déçue par les trahisons, se désintéresser de la politique parce qu'elle va se dire que de toute façon, ils sont tous pourris, de toute façon, ça sert à rien de voter, de toute façon ça change rien, de toute façon ils tiennent jamais leurs paroles. Atteindre les 28%, le chiffre que l'on vient de vous annoncer ce soir. L'abstention est manifestement en train de continuer de progresser parce qu'elle est peut-être en train de s'imposer comme une conviction, un choix politique actif, assumé et même revendiqué par certains. Et dans le pire des cas, elle pousse les autres à se tourner vers l'extrême droite, qui elle sait très bien maîtriser le populisme, jouer les antisystèmes, jouer sur les frustrations des gens. On l'a vu aux États-Unis avec la montée en puissance de Trump, et on le voit en France avec le Rassemblement national qui s'installe comme le principal parti d'opposition. Nous sommes le premier parti d'opposition devant la France Insoumise. Malgré son soutien constant aux politiques néolibérales, et comme presque plus respectable que la soi-disant extrême gauche. Alors non,
c'est sûr, la France n'est pas encore les États-Unis. Mais la manière dont l'affaiblissement de la gauche profite à l'extrême droite et aux politiques néolibérales, ça c'est un parallèle qu'on peut pas nier. Et si on veut pas suivre la même voie, on doit en tirer des leçons. En France, on a encore des partis de gauche qui sont puissants. Mais on doit à la fois leur apporter notre soutien, que ça soit de manière militante ou par les urnes, mais on doit surtout leur mettre la pression pour qu'ils tiennent leurs engagements, n'est-ce pas le PS? Mais le problème, il vient pas que de l'extérieur. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi en partie à cause de ce qu'a fait ou n'a pas fait une partie de la gauche. On entend souvent dire que si l'extrême droite monte, c'est parce que la gauche ne s'intéresse pas aux préoccupations des vrais gens, parce qu'elle ne parle pas assez d'immigration, comme si adopter le discours de la droite allait changer quoi que ce soit. Mais c'est faux. Ce sujet n'occuperait pas autant de place si les grands médias n'en faisaient pas une obsession, et si la droite républicaine ne s'était pas alignée sur certaines idées d'extrême droite au lieu de les combattre, et vice versa d'ailleurs. Et oui, la gauche, elle a sa part de responsabilité. Mais pas parce qu'elle a ignoré ses thèmes, au contraire. C'est plutôt parce qu'elle a voulu se recentrer, s'assagir, faire des compromis. Elle a abandonné ses luttes historiques contre les grands patrons, les capitalistes, les propriétaires. 1955, à Saint-Nazaire, une grève de 7 mois et des manifestations pour des augmentations salariales. À la fin de ce mouvement social, des mesures pour tous les ouvriers de France. 25% d'augmentation des salaires, les congés familiaux, les retraites complémentaires, la mise en place d'un fonds de chômage alimenté par les cotisations patronales, les congés d'ancienneté, en plus des 3 semaines de congés payés. Et elle a baissé sa garde dans le rapport de force. Souvent, on nous vend le PS comme le seul parti de gauche raisonnable, un parti de gouvernement. Et il a fait croire pendant des années qu'on pouvait composer avec le néolibéralisme sans trahir les classes populaires. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dédiabolisation du RN, elle a jamais été permise à cause d'une gauche qui serait devenue trop radicale. Non, mais justement à cause d'une gauche qui ne l'était plus. Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Emmanuel Macron, l'ancien conseiller économique de François Hollande, ancien banquier d'affaires. Ce qui nous perd, c'est pas d'être de gauche, c'est de ne plus l'être. En abandonnant ses valeurs, la gauche de gouvernement, elle a laissé un vide. Et ce vide, l'extrême droite, elle s'est engouffrée dedans. Il suffit de regarder ce qui s'est passé sous Mitterrand. Mitterrand a permis à Jean-Marie Le Pen d'accéder au plateau télé au tout début des années 80. Mitterrand est piégé parce que quelques mois auparavant, il a dit qu'il était pour le pluralisme politique. Jean-Marie Le Pen le prend au mot, il écrit à François Mitterrand. Je prends acte de la réponse du président de la République, il a fait plus court que moi, je lui avais écrit une longue lettre. Qui a contribué à la médiatisation du FN pour affaiblir ses opposants de droite. Le problème de François Mitterrand, c'est d'empêcher un désastre électoral de son parti. Et donc, il faut à tout prix affaiblir la droite. Et donc, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ne s'y prête pas. Ce qui pousse François Mitterrand à appuyer cette réforme, c'est d'abord le destin du Parti socialiste. Et cerise sur le gâteau, on va diviser la droite et on va faire monter le Front National. Sauf que cette exposition, elle a fini par banaliser ces idées. Et petit à petit, à force de les entendre, elles sont devenues moins choquantes. Et là, on assiste à l'ultime étape de la dédiabolisation du FN, avec une offensive massive pour réhabiliter la figure de Jean-Marie Le Pen. On a la une du Figaro Magazine qui le présente comme un tribun, effaçant du coup toutes ses condamnations pour incitation à la haine raciale et ses propos antisémites. En utilisant le mot tribun, il minimise complètement sa violence idéologique et politique. Il le normalise et il le rend respectable. On a Marine Le Pen qui nous dit qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir exclu son père du parti, alors que cette exclusion faisait partie de la stratégie pour adoucir l'image du RN. Et on a Bardella qui lui le qualifie carrément de visionnaire. Jean-Marie Le Pen a été, avec son style et sa personnalité, un visionnaire sur bien des sujets. Et on a évidemment Pascal Praud, qui dit lui que c'était un lanceur d'alerte. Hier, Gilbert Collard parlait de prophète et de prophétie. Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam. Et Bayrou qui le qualifie de grand combattant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave en fait. On assiste en direct à une réécriture de l'histoire. Je le répète, mais c'est vraiment l'ultime étape de dédiabolisation que de réhabiliter la figure de Jean-Marie Le Pen. Et il profite de sa mort pour le faire. Bon. Comment on fait pour lutter contre Macron et faire baisser le RN ? Déjà pas en se centrant davantage, parce qu'à la fin on finit à droite, et pas non plus en donnant du crédit aux obsessions de la droite et l'extrême droite, même s'il faut évidemment combattre les idées reçues qu'ils répandent. En fait, on y arrive surtout en restant de gauche, vraiment de gauche, en défendant les droits des travailleurs, en défendant les droits des plus pauvres, en défendant les droits des personnes minorisées, les droits de tout le monde, sans distinction. Et c'est ça qui a fait, et qui peut refaire la grandeur de notre pays. Cette vidéo est terminée. Si vous partagez ces idées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde comme autre thème. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok, Threads. Je commence un petit peu avec Blue Sky. Et puis voilà.
C'était une première vidéo pour moi. Je suis pas encore ultra à l'aise, mais j'espère que mon analyse vous a plu. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire aussi si ça peut m'aider. Et on va voir ce que ça donne pour le montage.